8 avril 2016. Grèce. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras signe avec l'armateur chinois COSCO la revente du port autonome du Pirée, situé non loin d'Athènes. Ironiquement, ce port, l'un des plus grands du bassin méditerranéen, fut créé au début du 5e siècle avant Jésus-Christ dans l'optique de se défendre d'une invasion étrangère, en l'occurrence perse, mais surtout afin de développer l'influence d'Athènes sur les cités de la mer Égée. Derrière cette idée du développement naval d'Athènes se cache un homme dont l'impact fut considérable dans le monde antique, Thémistocle. Revenons donc sur les grandes étapes de la vie de ce stratège, qui a fait d'Athènes une grande puissance maritime et a réussi à repousser l'invasion perse. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le monde grec est alors composé de centaines de cités-États, d'importance variable. Souvent en conflit entre elles, elles partagent la même langue, le grec, mais aussi tout un ensemble de valeurs communes. La religion, les coutumes ou les mœurs sont similaires. Ce monde grec s'étend jusqu'en Sicile, colonisé dès le 8e siècle, mais aussi à l'est, vers les Cyclades et les côtes d'Asie mineure. Doriens, Éoliens et Ioniens installés s'aventurent peu dans les terres, mais commercent et infusent peu à peu leur culture dans la région. Ces cités peuvent se regrouper en ligues, comme les 12 cités ioniennes, mais leurs relations restent toujours fluctuantes. À la fin du VIe siècle, ces cités se trouvent sous la tutelle du puissant royaume de Lydie et de son riche roi Crésus. Il faut payer un tribut et envoyer un contingent de soldats en cas de besoin. Mais les relations sont plutôt bonnes, et les cités restent autonomes dans leur gouvernance. Crésus tente alors de stopper l'expansion d'un puissant empire, aux ambitions territoriales dévorantes. Perse et Mèdes ont été unifiés par Cyrus II, issu de la dynastie achéménide, vers -550, après une longue phase de conflit entre les deux peuples. Désormais sous son autorité, l'empire s'étend rapidement. Le roi lydien est soumis après avoir tenté de s'opposer à Cyrus. La Lydie devient une satrapie, nom donné aux provinces perses. Les cités grecques sur le continent sont absorbées, mais le changement n'est pas fondamental dans leur quotidien. Désormais, les Perses sont taxés à la côte et se dotent d'une puissante flotte. Ils soumettent peu à peu les îles grecques et l'Égypte. Un antagonisme se creuse entre les deux cultures pendant les années qui suivent. Les rois perses, de nature quasi divine, sont perçus comme des despotes par les Grecs, qui développent le concept d'isonomie, l'égalité de tous devant la loi. C'est dans ce contexte que naît à Athènes Thémistocle en -525. Son père est issu d'une famille de commerçants, mais sa mère est étrangère, ce qui fait de lui un bâtard aux yeux des Athéniens. Durant sa jeunesse, il parvient très vite à se mêler à l'aristocratie, grâce à une réelle intelligence sociale. Il est décrit comme charismatique, intelligent et à l'aise avec l'art oratoire, ce qui lui permettra de gravir rapidement les échelons, dans une cité où la parole l'emporte souvent lors des assemblées délibérantes. Après avoir mené une vie dissolue durant sa jeunesse, au point où son père le déshérite, il décide de se consacrer à la chose publique, au début du 5e siècle. Son entrée dans la politique coïncide avec un regain de tension du côté de l'Asie mineure. La situation s'est en effet dégradée entre les deux cultures. Darius Ier, nouveau roi perse depuis 521, a réussi, non sans grande difficulté, à annexer la Thrace et imposer un protectorat sur la Macédoine. Lors de cette expédition, les Scythes ont réussi à tenir en échec les Perses, au niveau du Danube, en pratiquant retraite stratégique et technique de la terre brûlée. Le Grand Empire n'est donc pas si invincible qu'on ne le pense. L'annexion de la Thrace coupe l'approvisionnement des Grecs en bois et en blé, et l'imposition se fait de plus en plus forte. Le pouvoir perse privilégie désormais les relations avec les cités phéniciennes de Tyr ou Sidon. Un désir d'émancipation souffle chez les Grecs d'Asie mineure. Ce que l'on nomme la révolte ionienne, préambule aux guerres médiques, débute suite à une guerre civile dans la cité de Naxos. Aristagoras, nouveau tyran de la ville de Milet, propose son aide à Darius, afin de reprendre Naxos aux rebelles. La coalition perso-ionienne bute sur la cité, qui résiste de manière surprenante. Aristagoras est fébrile. Il sait que le roi des rois peut le destituer après cet échec. C'est à ce moment qu'il reçoit un message de son beau-père, Histier, ancien tyran de Milet, retenu contre son gré à la cour royale. Histier invite Aristagoras à se révolter contre le joug perse. Nous sommes en -499,
les cités ioniennes entrent en rébellion contre l'Empire. Aristagoras décide de demander de l'aide aux cités grecques continentales. 2 seulement répondent à l'appel, Athènes et Érétrie, qui envoient un faible contingent de 2000 fantassins pour soutenir la révolte. Après quelques succès grecs, notamment à Sardes, la situation s'inverse et les Perses reprennent le dessus. Athéniens et Érythréens retournent aussitôt chez eux. La révolte continue durant 5 ans, et la puissance achéménide réussit à en venir à bout. Milet est saccagé et ses habitants déportés. Aristagoras fuit. Des tyrans fidèles au roi perse sont placés à la tête des cités grecques d'Asie mineure. Mais Darius est rancunier. Un serviteur est sommé de lui rappeler 3 fois par jour « Maître, souviens-toi des Athéniens ». Ce soutien d'Athènes à la révolte, aussi infime soit-il, doit être vengé. Une première expédition est confiée à Mardonios, gendre de Darius. Il reprend la Thrace et la Macédoine, mais la flotte qui longe la côte subit une violente tempête, détruisant la moitié des navires perses, ce qui les contraint à rebrousser chemin. Une nouvelle expédition est lancée en -491. Les Perses tentent tout d'abord de désolidariser les cités grecques par une intense campagne diplomatique. Les ambassadeurs viennent exiger des cités de la terre et de l'eau, formule désignant la soumission à l'Empire. Athènes et Sparte refusent, jetant les émissaires du haut d'un gouffre ou les précipitant au fond d'un puits. L'armée perse change de stratégie et décide de couper par la haute mer afin de débarquer directement en Attique. Érétrie est assiégée et ses habitants déportés. Athènes doit s'organiser. L'armée athénienne est dirigée par Miltiade, qui choisit de se porter au devant des Perses, en prenant le risque de laisser Athènes sans défense. Parallèlement, un messager est envoyé demander de l'aide aux Spartiates. Alors en pleine fête religieuse, les festivités carnéennes, les Spartiates ne peuvent envoyer de contingent avant la prochaine lune. Seuls 1000 fantassins venus de Platée viennent en renfort. Sur la plaine de Marathon, à environ 40 km d'Athènes, les 2 armées se font face. Environ 10 000 Athéniens contre 25 000 Perses. La phalange grecque, en rang serré, constituée d'hoplites lourdement armés et bien protégés par leurs boucliers, s'étend sur plus d'1 kilomètre, de l'objectif de ne pas être débordé sur les flancs. Thémistocle, devenu archonte en -493, puis stratège en -490, est placé au centre de la phalange, avec son futur rival Aristide. Objectif ? Envelopper les forces perses. Moins organisées et surtout moins bien équipées, les troupes de Darius ne résistent pas à l'assaut des Athéniens. Ils sont massacrés jusque dans l'eau. La victoire est totale, mais pas définitive. Les troupes perses rembarquées se dirigent vers Athènes. Il leur faut 10 heures pour doubler le cap Sounion. En 8 heures, à marche forcée, les hoplites grecs parviennent à rejoindre le port de Phalère et arrivent avant les navires perses. Devant le risque de subir la même déconvenue qu'à Marathon, les Perses décident de plier bagages. La première guerre médique est terminée. Pour les Perses, cette défaite est périphérique, mineure même. Mais l'impact psychologique de cette victoire athénienne est énorme sur le monde grec. Les combattants de Marathon sont héroïsés. Un temple est construit à Delphes et une véritable propagande vantant les mérites des combattants est diffusée. Athènes s'impose comme la grande cité-État qui a tenu tête à un immense empire. L'empire perse n'étant plus si invincible, cette victoire donne des idées aux Égyptiens, qui entrent en rébellion. Darius passe la fin de son règne à tenter d'éteindre cette révolte. Après sa mort en -485, son fils Xerxès, nouveau roi des rois, compte bien laver l'affront de Marathon. À Athènes, les luttes politiques reprennent de plus belle après la bataille. Le grand vainqueur, Miltiade, échoue devant Paros, puis est jeté en prison où il meurt. Le champ est libre pour Thémistocle, qui devient le leader du parti démocratique et s'oppose alors sans cesse à Aristide, du parti oligarchique. Le grand dessein de Thémistocle est ébauché dès son archontat, poste de juge et d'administrateur civil. Parvenu stratège, il souhaite promouvoir la puissance maritime athénienne. Cette ambition est renforcée après Marathon. Pour lui, cette bataille n'est que le prélude à d'autres conflits, et la victoire définitive ne pourra se remporter que sur mer. Les forces perses étant bien trop supérieures, mais ses adversaires s'opposent à cette idée. Son talent oratoire lui permet de faire voter plusieurs procédures d'ostracisme contre ses rivaux par l'Ecclésia, la grande assemblée des citoyens athéniens. L'ostracisme permet de bannir, souvent pour 10 ans, un homme politique dont la puissance devient trop grande. En -483, Aristide, son grand rival, est banni.
Thémistocle réussit à faire voter une loi navale afin de construire 200 navires de guerre, les trières. 2 éléments importants vont faciliter ce vote. Tout d'abord, Athènes est en guerre contre Égine depuis -488, ce qui permettrait de remporter une victoire plus facilement. Surtout, la découverte des mines du Laurion, à la même période, enrichissant considérablement Athènes, va permettre le financement du projet. Plutôt que de redistribuer les revenus entre les citoyens, Thémistocle confie ses revenus de la mine aux plus riches, qui ont charge de financer la construction des navires. En 2 ans, Athènes dispose de la plus grande flotte grecque. Mais sa loi navale va plus loin. Il propose de délaisser le port de Phalère pour en établir un nouveau au Pirée, qu'il fortifie. Toutes ces décisions sont prises alors qu'une atmosphère de terreur s'abat sur les cités grecques. Xerxès est en train de préparer une attaque de très grande envergure. Commencés dès -485, les préparatifs mobilisent toutes les ressources de l'Empire. Xerxès reprend le plan de -492, avec une flotte longeant les côtes, afin de protéger et ravitailler les troupes terrestres, et attaqueront par le nord. Afin d'éviter le drame de la première tentative d'invasion, Xerxès envisage de creuser un canal dans la péninsule de Lactée. Comme son père, le souverain cherche à désolidariser les Grecs par l'envoi d'ambassades, mais il va plus loin. Afin d'empêcher un soutien militaire des Grecs de Sicile, dirigé par le puissant tyran de Syracuse Gélon, Xerxès s'associe à leurs rivaux carthaginois, qui doivent attaquer la Sicile au même moment. Gélon n'enverra aucune aide aux cités grecques. En -481, l'armée d'environ 300 000 hommes composée d'une centaine de nationalités est prête à partir. Pour traverser l'Hellespont, un pont de bateaux est construit. Mais une tempête brise la construction. Vexé, Xerxès inflige 300 coups de fouet à la mer comme châtiment. 2 nouveaux ponts sont construits, chacun avec 314 navires alignés sur plus de 3 km. Au printemps -480, l'immense convoi se met en marche. Plutarque ira jusqu'à dire que l'Empire perse s'est vidé de tous ses hommes. La panique assaille les Grecs, d'autant que l'oracle de Delphes annonce une catastrophe militaire à venir. Un congrès des cités se réunit à Corinthe pour organiser la défense. Il est présidé par Sparte, dont l'armée est considérée comme la plus puissante du monde grec. Certaines cités brillent par leur absence, comme la puissante Argos, souvent en conflit avec Sparte. Le climat est houleux, mais Thémistocle parvient une fois de plus à imposer ses vues en exaltant les participants. 31 cités s'engagent à défendre la Grèce de l'attaque perse. Le commandement de cette alliance défensive échoua aux Spartiates. Les cités du nord se soumettent une à une sans la moindre résistance. Thémistocle se joint au premier corps expéditionnaire chargé de stopper l'avancée perse dans le défilé de Tampé. Sentant le piège, Xerxès le contourne, obligeant à une première retraite grecque. La Thessalie tombe aux mains du souverain Achéménide. Il faut un nouveau plan d'urgence. Mais les Spartiates rechignent encore à envoyer toutes leurs troupes. Leurs festivités religieuses les en empêchent à nouveau. Thémistocle doit user de sa puissante rhétorique pour les convaincre d'envoyer un contingent. 300 hoplites d'élite sous le commandement de Léonidas Ier doivent tenir le défilé des Thermopyles, étroits goulots d'étranglement offrant un avantage défensif indéniable. Il est rejoint par d'autres troupes de l'Alliance. Au total, 7000 hommes. Parallèlement, 271 trières se positionnent à hauteur de l'Artémésion pour contenir la flotte ennemie. Le Spartiate Eurybiade est à la commande, épaulé par Thémistocle. L'oracle de Delphes avait prophétisé quelques jours avant la manœuvre. Il faut prier les vents, car ils seront les alliés des Grecs. Les dieux leur sourient, en effet. Une puissante tempête détruit 400 navires perses. Xerxès ne peut plus diviser sa flotte. Les navires grecs sont quant à eux tirés sur la terre ferme et ne subissent aucun dégât. 2 batailles s'engagent ce 18 août -480. Aux Thermopyles, Léonidas résiste héroïquement à des vagues d'assaut perses. La bataille livrée à l'Artémésion témoigne d'une réelle maîtrise des flots par les Grecs, tandis que les Perses, désorganisés, subissent de nombreuses pertes. Sur terre comme sur mer, la résistance dure 3 jours. La position de Léonidas est contournée après une trahison, et les derniers soldats spartiates tués. Leur sacrifice héroïque fera la gloire de Sparte. Thémistocle se replie sur Athènes. Acculé, il soumet aux Athéniens une proposition originale. Tandis que l'armée de Xerxès ravage tout sur son passage, le stratège athénien propose d'abandonner Athènes et de livrer bataille sur mer. Le raisonnement est rationnel. Pour lui, il est impossible de battre les forces terrestres lors d'une bataille rangée.
Il faut donc couper l'armée de son ravitaillement maritime, grâce à l'habileté grecque à la manœuvre navale. La solution est adoptée, l'Attique abandonnée. Réfugiés derrière l'isthme de Corinthe, mais surtout à Égine et Salamine. Les Athéniens assistent impuissants au sac de leur cité. Thémistocle doit rapidement agir, car les dissensions fracturent déjà les Grecs sur l'attitude à suivre. Rusé comme Ulysse, il tente un piège à Xerxès. Il envoie un messager au roi des rois, lui rapportant que les Grecs ont cédé à la panique, et qu'il peut remporter une victoire totale en attaquant maintenant. Xerxès mord à l'hameçon. Galvanisé par ses victoires, faisant confiance à ce type d'informations, il envoie sa flotte dans le détroit de Salamine, où l'attend de pied ferme le stratège athénien. Le grand roi prend place sur le mont Égalé pour assister à la bataille. Les 3 goulots d'étranglement empêchent le déploiement complet de sa flotte. Pire, la manœuvre est difficile, les navires s'entrechoquent. Les Athéniens, bien portés par les vents, éprennent les trières perses avant de se lancer à l'abordage. 12 heures durant, les navires grecs transpercent et coulent les navires perses. Xerxès, excédé, retourne à Suse. La tactique de Thémistocle a payé, mais l'Empire n'est pas encore battu. Mardonios reste en Attique, et les Grecs se divisent à nouveau. Il faudra 1 an avant qu'une puissante coalition grecque se constitue. Mardonios ravage à nouveau l'Attique et se retire vers Platée, terrain favorable à sa cavalerie. La plus grande coalition du monde hellène, environ 50 000 hommes, fait face à 110 000 Perses. La bataille est indécise. La mort de Mardonios précipite l'issue. Les Perses sont en fuite. Au même moment, de l'autre côté de la mer Égée, les hoplites grecs réussissent à débarquer au cap Mycale et à détruire les navires perses. Ils s'emparent de Sestos, s'assurent de contrôler l'Hellespont et sécurisent la route du blé avec les Scythes. L'empire achéménide doit alors affronter un soulèvement à Babylone. Contre toute attente, les Grecs ont ébranlé le plus grand empire du monde et se découvrent au passage une vocation impérialiste. Thémistocle est considéré comme le grand artisan de cette victoire. Il est comblé d'honneur, mais souhaite aller plus loin. Il est partisan d'une stratégie offensive, portant la guerre au cœur de l'Empire. La soumission des îles de la mer Égée est le point de départ de la thalassocratie athénienne. Il se méfie tout autant des Perses que des Spartiates, et fait édifier des murailles, et propose l'idée d'un mur reliant le Pirée à Athènes. Les querelles internes reprennent de plus belle entre cités et dans les cités. Sans doute grisé par le prestige, Thémistocle se montre vaniteux, excessif, avec un goût prononcé pour les richesses. Ses vieux rivaux, rappelés durant les guerres médiques, l'accusent de piller le trésor public. Devenu trop puissant, il est finalement ostracisé en moins 470. Il se réfugie dans quelques cités grecques, mais menacé, il fuit chez le nouveau roi perse, Artaxerxès. Moins rancunier que ses aïeux, le souverain le couvre d'honneur et lui offre la gouvernance de provinces grecques d'Asie mineure. Exclu de la cité qu'il a réussi à élever en grande puissance, réfugié chez son ancien ennemi, Thémistocle meurt à 65 ans, dans des circonstances obscures. Plutarque et Thucydide considèrent qu'il s'est suicidé après avoir reçu l'ordre du roi de se battre contre ses concitoyens athéniens. D'autres considèrent qu'il est tout simplement mort de vieillesse. Le rôle joué par Thémistocle dans l'histoire du monde antique est considérable. S'imposant dans un modèle de gouvernement où l'éloquence est centrale, il a réussi à déterminer une vision stratégique pour Athènes sur le long terme. L'impact de la victoire sur les Perses consolide l'identité grecque et exalte sa supériorité sur les barbares, l'inscrivant dans un destin historique. On place les exploits des guerres médiques aux côtés des grands récits homériques, de l'Iliade ou de l'Odyssée. La création de la Ligue de Délos porte la cité de l'Attique au sommet de sa puissance. L'expansion hégémonique d'Athènes finira par agacer ses puissants voisins spartiates, avec qui la guerre du Péloponnèse éclatera en moins 431, et qui sera fatale pour Athènes. Le plus grand danger vient des Spartiates, et non des Perses, ne cessait de répéter Thémistocle. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager au maximum. Si vous souhaitez aider au développement de la chaîne, je vous invite à vous rendre sur Tipeee ou Utip. D'ailleurs, j'en profite encore pour remercier les tipeurs. Merci encore d'avoir visionné, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.